bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 23 mars 2019 et je vous fais une petite vidéo. En fait j'ai eu deux commentaires, deux questions qui m'ont été posées. Et en fait je pense que c'est plus simple de répondre en vidéo parce que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Donc ici on m'a fait passer un message Facebook, donc vous voyez ça date du 13 mars, j'ai regardé la capture d'écran du 13 mars, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait 9 jours que ça a été publié cette affaire. Donc je réponds seulement maintenant, mais ici voilà, on a donc Pascal qui a posté un commentaire sur Linux francophone. Donc c'est une image qui provient de Facebook, qui m'a été passée provenant de Facebook. Donc ici en fait Linux francophone, c'est un groupe Facebook ou une page Facebook, je ne sais pas trop ce que c'est, qui publie régulièrement des nouvelles par rapport à ce qui se passe dans le monde francophone Linux, et il relaie apparemment certains de mes articles, donc je les en remercie d'ailleurs. Et ici, donc ils ont relayé l'article sur linuxtrix.fr qui disait voilà, aidez-nous à tester Mate 1.22 sur Calculate Linux. Donc ça date du 11 mars, voilà. Et donc ici, il y a Pascal qui a réagi à cela et qui dit « Je regarde souvent les vidéos d'Adrien D sur Linux, je connais son enthousiasme pour Calculate Linux, mais je ne comprends pas ce que cette distribution a de spécial. Adrien, si tu me lis, eh ben Adrien il t'a lu et Adrien il va répondre. Donc en fait, Calculate Linux, elle n'a rien de spécial en tant que telle. C'est une distribution Linux avec des logiciels libres, des logiciels non libres, bref. C'est une distribution, j'allais dire tout à fait ordinaire, pas tout à fait quand même. Pour resituer dans le contexte, donc c'est vrai que Calculate Linux est basé sur Gentoo. On va faire un parallèle un peu gros, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire que Calculate Linux c'est à peu près la Linux Mint de Gentoo. Je m'explique. Vous avez Linux Mint qui veut donner des outils supplémentaires, un peu plus faciles à utiliser, pour utiliser Ubuntu de manière un peu plus simple, et d'aider les débutants qui proviennent de Windows à migrer sur Linux. Et donc on a Cinnamon qui est un environnement de bureau qui se rapproche de Windows, etc. Donc c'est Linux Mint par rapport à Ubuntu, une distribution qui veut se rendre un peu plus simpliste, un peu plus agréable que Ubuntu, mais elle en est 100% compatible. Vous téléchargez un paquet Ubuntu, il va fonctionner sur Linux Mint. De fait, Linux Mint utilise tous les dépôts par défaut d'Ubuntu, et il y a un dépôt additionnel qui est celui de Linux Mint, dans lequel il y a quelques logiciels modifiés, quelques logiciels supplémentaires et quelques outils. Eh bien, Calculate Linux, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il se base sur les logiciels de Gentoo, et on a un dépôt additionnel qui s'appelle Calculate, qui contient des outils spécifiques à Calculate Linux et qui rendent un peu plus facile Gentoo à utiliser par le biais de Calculate Linux. Démonstration ici, j'ai lancé la mise à jour de mon système ici, et donc on voit quoi? On voit que ici, vous voyez, il y a des logiciels qui sont écrits en violet et d'autres qui sont écrits en vert. Et en fait, vous voyez, ici, tous ces paquets en vert, ce sont des fichiers binaires, c'est-à-dire qu'au moment où je vais lancer la mise à jour, ce seront des paquets binaires qui vont s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gentoo, c'est une distribution qui est issue des sources, c'est-à-dire qu'on télécharge une recette de cuisine de manière automatique. Une recette de cuisine est téléchargée automatiquement. Les sources vont être téléchargées, des patchs vont être appliqués et le logiciel va être compilé sur la machine. Ça, c'est le fonctionnement Gentoo. Sur Calculate Linux, eh bien, plutôt que, vous voyez ici, il y a une mise à jour de Qt par exemple, il y a une mise à jour de Mate. Pour ceux qui suivent Mate, voilà, vous allez avoir la mise à jour récemment, donc ça, c'est en rapport avec ça. Donc Mate est passé en version stable chez Calculate Linux, donc on a certains éléments de Mate qui vont être mis à jour en version 1.22. Et bien tous ces logiciels-là, vous voyez, Apache pareil, Apache là, il va être mis à jour, il est en violet, Xorg Driver en violet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fichiers binaires vont être téléchargés et vont être installés. Mais ici, vous voyez, Xorg Drivers, Gentoo parlant, Xorg Drivers, ici, c'est normalement un fichier source qui va être appliqué et qui va être compilé sur la machine avec les options
VDEV, Keyboard, libinput, mouse, synaptic, et ceci sera non activé comme option. De la même manière, les cartes vidéo supportées seront AMD GPU, i915, i965, Intel nouveau, NV, et celles qui ne seront pas supportées, donc où la compilation ne sera pas effective, ce sera toutes ces options-là. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de Gentoo. Sauf que Calculate Linux ici, par défaut, on a des options qui sont activées. C'est-à-dire que par défaut, Calculate Linux veut fonctionner sur un grand nombre de machines sans bidouiller quoi que ce soit. Donc ici, on autorise le support de toutes ces cartes vidéo. Voilà. Donc, si on télécharge ce logiciel, ce paquet, avec les options par défaut, il en résulte qu'on a un fichier binaire. Voilà. Donc ici, bon, j'ai pas de gros logiciel, mais par exemple, bah voilà, tout Qt. Qt, par exemple ici, on a Qt SVG. Voilà, je peux vous faire la même. Hein. Qt SVG va, bon, il n'y a rien du tout là. En fait, c'est pas très intéressant. Mais hop, alors peut-être Qt multimédia ici. Clear, je vais effacer X, Qt multimédia. Voilà, Qt multimédia peut avoir toutes ces combinaisons de compilation disponibles. Voilà. Donc, ça, c'est ce que permet Gentoo. Calculate Linux a décidé d'activer ceci et de ne pas activer cela. Donc d'activer les rouges, de ne pas activer les bleus. Et donc il se passe quoi? Eh bien il se passe que si on garde les options par défaut, eh bien on a un binaire. Parfait. Donc comme ça, une mise à jour de Qt, vous voyez, on passe de 5.12.1 à 5.12.2, ça va être fait en un coup de cuillère à peau. Si on a un environnement de bureau qui est mis à jour, ce sera fait rapidement aussi. Firefox, LibreOffice qui mettent respectivement une trentaine de minutes et 45 minutes, 1 heure sur une bonne machine sur Gentoo en compilation, et bien sur Calculate, ça va être installé en 30 secondes, le temps de télécharger le binaire et de le décompacter. Seulement, c'est que Calculate Linux est 100% Gentoo compatible, donc ça veut dire que si on veut personnaliser, par exemple ici j'ai personnalisé les options, voilà, je voulais activer des choses dans PHP, et bien ici PHP va se retrouver à être compilé. Voilà. Donc on a une certaine flexibilité, mais c'est une distribution par défaut, hein, si on touche à rien, rolling release classique avec des binaires, mais qui offre la flexibilité de Gentoo. Donc en soi, elle n'a rien de spécial puisque c'est Gentoo plus des binaires et le tout en mode rolling release. Donc des distributions rolling release avec des binaires, on en a plein. Hein, on a OpenSUSE Tumbleweed, on a Arch Linux. Voilà, ça sont deux distributions avec des fichiers binaires, enfin des archives précompilées, enfin en binaire quoi. Hein. Il n'y a pas de compilation sur la machine et c'est en rolling release. Voilà. Après, on n'aura pas les super derniers logiciels trop de la balle de la mort qui tue sur ici sur Calculate Linux, hein, puisque en fait on va avoir quelque chose de vraiment stable, c'est-à-dire qu'au niveau du noyau ici on va avoir un noyau LTS, la brique de base de Calculate par défaut ça va être le noyau LTS. Les applications ce seront pas, vous voyez par exemple là on a LibreOffice aujourd'hui la dernière version c'est la 6.2, et bien là on a un 6.1, donc on n'a pas des trucs super récents de la balle qui tuent, mais on a des logiciels qui sont stables. Voilà. Donc ils misent sur la stabilité, là où sur Arch Linux, le moindre logiciel qui va sortir, bim, on va le mettre dedans. Pour OpenSUSE Tumbleweed, je passe mon chemin parce que je ne sais pas comment gérer la politique de logiciels sur cette distribution. Voilà. Donc voilà, pour resituer le contexte Calculate Linux, donc elle a vraiment pas grand chose de spécial là-dessus, si ce n'est que voilà, c'est une rolling release avec des binaires 100% compatibles Gentoo. Voilà. Et qui n'est pas spécialement facile à utiliser au premier abord. Hein. C'est-à-dire que souvent on m'envoie un message ou on me met en commentaire « Ah, j'y connais rien en Linux, j'utilise Ubuntu, j'aimerais bien essayer Calculate Linux. » Bon ben, je ne force pas et je déconseille d'ailleurs plutôt d'aller ici puisque on est quand même sur une base Gentoo, on n'est pas sur une distribution Linux qui est à mettre entre les mains de n'importe qui. Voilà. Et puis il n'y a pas de gestion de logiciel en graphique, donc c'est pas une distribution, j'allais dire, conviviale pour quelqu'un qui veut arriver sur Linux, donc c'est pour ça que je ne la conseille absolument pas pour des personnes débutantes. Je conseille qu'à partir de l'intermédiaire, et on va dire donc quelqu'un qui est à l'aise avec la ligne de commande, et qui est un minimum curieux et qui va savoir se débrouiller. Voilà.
Donc ça, c'est la partie Calculate Linux. Ensuite, la deuxième partie, c'est de cet édito, hein, c'est le commentaire qui m'a été publié, donc il y a déjà un moment aussi, hein, sur la vidéo où je présentais les paquets Flatpak universels, comment ça marchait et ce que c'était. Voilà. Donc dans cette vidéo, j'avais juste montré le fonctionnement, hein, je n'avais pas donné mon avis de les avantages et les inconvénients. C'était une vidéo 100% pratique et non argumentée sur la technologie. Ce n'était pas le but de cette vidéo. Et en fait, voilà, donc j'ai Soufiane Tak qui m'a posé une question et je lui ai répondu en commentaire. Je te répondrai en vidéo parce que il y a des choses assez intéressantes. Donc ici, il nous dit donc ce que vous voyez sur l'écran. Fedora n'est pas mal du tout, mais il lui manque une version LTS, effectivement. Donc là, il a essayé de me demander de comparer Ubuntu version quelque chose.10 et en gros Fedora. C'est ce que j'en ai repris. Donc c'est vrai que Ubuntu, les versions non LTS ou la version LTS qu'on va migrer sur une version non LTS, après, 6 mois après, et Fedora, elles sont assez différentes finalement. C'est-à-dire que Ubuntu va sortir tous les mois d'avril et tous les mois d'octobre une version. Et Fedora, ça va être à peu près quand c'est prêt, hein, donc globalement entre 6 et 9 mois, dès que c'est prêt. Voilà. Ubuntu va avoir un support de 9 mois sur ses distributions non LTS. Fedora, c'est jusqu'à la version N plus 2, plus 1 mois. C'est-à-dire que la version 27 de Fedora est supportée jusqu'à la sortie de la version 29 plus 1 ou 2 mois. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire une mise à niveau de version de Fedora toutes les deux. Et pas forcément toutes les versions. Après, entre Fedora et Ubuntu, il y a vraiment deux concepts différents. Alors, outre que l'une utilise des paquets deb, l'autre des paquets RPM, ici, on dit que Fedora, j'entends souvent, il me dit que Fedora est très lié au monde du libre comparé à Ubuntu. Alors, Fedora innove, Ubuntu essaie d'innover, puis après revient en arrière et revient sur des technos... on va dire conventionnel. Bon, ça c'est le petit troll de la vidéo. Non, mais c'est vrai que Ubuntu essaye avec Mir, avec Upstart, avec Unity. Bon, et puis après on voit bien qu'ils reviennent sur GNOME, sur systemd et qu'ils reviennent sur GNOME systemd et puis je sais plus quoi, je sais plus ce que je vous ai dit juste avant. Ah oui, il y a Mir aussi, donc ils reviennent sur Xorg et vont basculer sur Wayland. Mais bon, ils ont le mérite d'essayer d'innover. De l'autre côté, Fedora innove aussi beaucoup. Donc après, dans Ubuntu, en fait Fedora, on entend souvent, oui, c'est la version bêta test de Red Hat. Alors non. Fedora, quand elle est stable, hein. La version 29, elle est stable. La version 30, elle est en version de développement, c'est une bêta aujourd'hui. Elle n'est pas stable, on est d'accord. Et on a la version Rawhide qui n'est absolument pas une rolling release. Hein. On entend des fois, ah ouais, Rawhide c'est la rolling release de Fedora. Non, c'est la version en publication continue qui sert de développement, de base de développement. Red Hat va se dire, voilà, demain je vais sortir une nouvelle version de mon serveur, Red Hat 8 par exemple, eh bien, je vais me baser sur le socle de Fedora 27 par exemple, je crois que ça va être ça, ou 28, je me base là-dessus, des travaux qui ont été réalisés, des innovations qui ont été faites, et maintenant on va stabiliser le tout. Donc, Fedora est bel et bien stable. Côté noyau, Ubuntu par exemple 18.10 va sortir avec le noyau 4.18, et jusqu'à la fin de vie de Ubuntu 18.10, on aura le noyau 4.18. Aujourd'hui, le noyau 4.18 n'est plus supporté. Cependant, Ubuntu va rétroporter, ou backporter en anglais, les correctifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une faille de sécurité ou un souci sur le noyau, une vulnérabilité trouvée. Elle va être corrigée en amont dans le noyau, par exemple 4.20.17, n'importe quoi. Eh bien, Ubuntu va prendre ce correctif et va l'adapter pour le mettre sur son noyau 4.18. Ça, c'est le fonctionnement d'un point de vue noyau Ubuntu. Chez Fedora, Fedora 29 qui est sorti, va peut-être sortir avec le noyau 4.18.7, parce qu'au moment où ils sont sortis, c'était ce noyau-là. Et aujourd'hui, on a une Fedora 29 avec un noyau 4.20, c'est-à-dire que le noyau va évoluer. Là où Ubuntu, le noyau va rester fixé. Donc Fedora va rester plus proche au niveau noyau Linux de ce qui se fait et de ce qui est supporté, et pas Ubuntu.
D'un point de vue logiciel, Ubuntu ne va pas mettre à jour ses logiciels. Vous installez une Ubuntu, LibreOffice ne sera jamais mis à jour. L'environnement de bureau ne sera jamais mis à jour. Vous sortez avec un Ubuntu 18.10 avec GNOME temps et LibreOffice temps. Et bien à la fin de vie de Ubuntu 18.10, vous aurez toujours GNOME temps et LibreOffice temps. Sur Fedora, c'est un petit peu différent. Il faut savoir que la version officielle de Fedora utilise GNOME. Quand Fedora sort, GNOME est en une version et tout au long du cycle de vie de cette même version de Fedora, GNOME restera dans la même version. Cependant, les logiciels vont évoluer. LibreOffice va subir des mises à jour et d'autres logiciels vont subir des mises à jour. Voilà. Après, chez Ubuntu, globalement, il n'y a pas grand-chose qui va se mettre à jour, même dans les versions non LTS, Firefox Thunderbird va être mis à jour, évidemment. Et puis après, les logiciels de bureautique, GIMP ne sera pas mis à jour s'il y a une nouvelle version, par exemple. Donc ça ne va pas bouger de ce point de vue-là. Juste des correctifs de sécurité vont être appliqués. Fedora va faire bouger les logiciels tout au long du cycle de vie de la distribution. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et puis, les deux distributions, Ubuntu et Fedora, permettent de faire des mises à niveau d'une version à l'autre. Les deux sont stables. Ubuntu va incorporer des logiciels propriétaires par moment, des codecs propriétaires. Il y a leur fameux dépôt, Universe, je crois, qui contient tout ça, ou Contrib, je ne sais plus comment ça s'appelle chez Ubuntu. Donc, on a dans les dépôts officiels la possibilité d'installer des logiciels non libres. Chez Fedora, on est plutôt dans une politique de logiciels 100% libre. Et après, si on veut du logiciel un petit peu moins libre, eh bien on va être obligé de passer par un dépôt additionnel qui s'appelle RPM Fusion. Voilà, donc il y aura un dépôt supplémentaire à installer. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver peut-être VLC avec les codecs. C'est là qu'on va retrouver Audacity avec le support de MP3. C'est là-dedans qu'on va retrouver OBS, Studio pour enregistrer les vidéos, etc. etc. C'est dans ces dépôts qu'on va additionnels, qui sont maintenus par la communauté Fedora évidemment, qu'on va retrouver des logiciels additionnels. Après, les deux distributions utilisent des paquets universels. Voilà, Ubuntu fait cavalier seul avec ses snaps. Fedora utilise les Flatpak. Et donc, on verra dans 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans que Ubuntu va utiliser les Flatpak. Je vous prends le pari. Voilà. Donc, ici, voilà un peu mon idée. Et donc ici voilà mon avis d'un point de vue, donc les forums, le forum Ubuntu FR est quand même beaucoup plus, beaucoup plus garni, beaucoup plus accueillant, il y a beaucoup de questions qui se posent dessus. Là où le forum de Fedora FR, il existe, mais c'est vrai qu'il est moins vivant que Ubuntu en termes d'utilisateurs, en termes de, voilà, peut-être de fréquentation, mais si vous posez une question sur le forum Fedora FR, mis à part certaines personnes comme, je ne sais plus comment il s'appelle, la nouveau 09 là, avec sa tête de Titeuf, qui dit jamais bonjour, qui balance la réponse, qui n'est pas toujours très agréable. Celui-là, il est connu comme le loup blanc sur Fedora FR. Globalement, les gens sont accueillants. Et sur les forums, globalement, si vous avez une question, dans les deux cas, on a la réponse. J'ai utilisé longuement Fedora, j'ai eu des questions, j'ai toujours eu plus ou moins les réponses à mes questions. Donc voilà. Après, j'ai utilisé Ubuntu qu'en version 9.10, l'espace de 6 mois pour voir ce que c'était que Ubuntu quand je découvrais Linux. Mais voilà. Après, c'est vrai que Ubuntu a vraiment fait démocratiser Linux. Ils sont quand même arrivés là, ils ont fait une sacrée avancée dans le monde du libre. Voilà. Après, ils ont fait des choix un peu moins sympas. Ce qui fait que maintenant, on aime un peu moins Ubuntu, mais ils ont quand même permis de démocratiser assez rapidement Linux et de le rendre accessible. Parce qu'avant, on avait quoi? On avait Debian, des trucs qui s'installent à ligne de commande, machin. Bon, on avait un installateur graphique sur Ubuntu. Vous voyez, c'était quand même un des premiers Linux assez convivial. Donc, voilà. Après, donc point de vue sécurité, je l'ai dit, avec le noyau, Ubuntu va mettre à jour le noyau, enfin va pas mettre à jour le noyau, mais va rétroporter les correctifs de sécurité. Donc dans tous les cas, même si le noyau bouge pas, les correctifs de sécurité sont là.
Fedora lui utilise le noyau de Linux classique, hein, donc les correctifs sont automatiquement incorporés. Et d'ailleurs, si on va sur, comment il s'appelle, sur le CERT, hein, qui est un site qui permet de visualiser les vulnérabilités et des choses comme ça, eh bien on voit que régulièrement, hein, il y a des failles qui sont trouvées, hein, dans le noyau, hein, sur Ubuntu, sur SUSE, sur Red Hat. Eh bien on voit que les correctifs de sécurité sont appliqués, hein, sur les distributions Linux, hein, Ubuntu par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc ici, bon, bah, c'est ce qu'il dit, hein, Ubuntu attire énormément de monde vers le monde du libre. Pour ce qui est de Flatpak, je suis pour et contre en même temps. Pareil pour les snaps, laissons ce projet mûrir et espérons que l'environnement évolue. Donc il va y avoir beaucoup d'évolutions sur Linux à venir. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Renaud, hein, de Fedora FR, donc c'est pas un pignouf ce gars-là quand même. Il sait de quoi il parle. Et donc il m'a expliqué un petit peu les projets que Fedora voulait faire, et donc en fait on va s'orienter. Alors c'est vrai que on se dit ouais, Fedora teste des trucs, mais en fait c'est vraiment pour utiliser des choses sur une distribution Linux, oser des choix techniques qui fonctionnent, hein. Attention, Fedora est stable, je le rappelle, mais qui mettent en place des choses pour après que ce soit utilisé sur Red Hat Enterprise Linux Server, enfin Red Hat Linux Enterprise Server. C'est-à-dire que c'est vraiment Fedora, le laboratoire d'innovation de Red Hat, c'est toujours ce que je dis, hein, c'est le labo de Red Hat, mais ce qu'ils mettent, c'est stable. Et donc, on voit que dans les dernières versions de Fedora, on a un dépôt qui s'appelle Modular. Ça nous sert pas à bien grand-chose, nous, en tant qu'utilisateur normal, mais Modular, en fait, ça va être la possibilité d'installer des logiciels, surtout des langages de programmation, principalement, en plusieurs versions différentes sur le même système. C'est-à-dire que si vous voulez installer PHP temps et PHP temps et PHP temps sur votre système, 3 versions différentes parce que vous avez des projets différents, ce sera possible avec Fedora Modular sans s'amuser à aller télécharger des logiciels additionnels, etc. Le but de ça, c'est quoi? Eh ben, ça va être de tester sur Fedora. Ça peut servir aux développeurs qui utilisent Fedora en station de travail. Et après, le but, c'est que cette technologie soit implémentée dans Red Hat Enterprise Linux. Comme ça, les grosses boîtes qui utilisent Red Hat, qui vont avoir besoin d'une version bien spécifique de PHP pour leur application métier. Alors je dis PHP, hein, mais ça marche avec Python, ça va marcher avec Ruby, ça va marcher avec Perl, ça va marcher avec bien d'autres choses. Et des versions différentes de PostgreSQL, de MariaDB, pourquoi pas, ou faire cohabiter une base MariaDB et MySQL. Bon, je rentre pas dans les détails parce que, je ne connais pas suffisamment assez de ce projet modular, mais voilà, on va tendre vers ce genre de truc. Donc pour ceux qui connaissent Gentoo, hein, modular, c'est pour reproduire les slots chez Gentoo. Voilà. Donc il y a des choix techniques qui sont faits, mais Fedora est tout à fait utilisable sur un poste de travail, c'est stable, et je l'ai utilisé de la version 17 à la version 16 ou 17, je ne sais plus, sur mon ancien portable, jusqu'à la version 20, avant de migrer totalement sur Calculate Linux, parce que c'est une distribution qui me convient mieux, mais Fedora fonctionne très bien. Et donc après, si il fallait recommander une distribution Linux entre Fedora ou Ubuntu pour un débutant, honnêtement, je tiens à préciser, si je n'avais le choix que entre Ubuntu et Fedora, qu'est-ce que je conseillerais à un débutant? Ben, je lui dirais, va jeter un petit coup d'œil du côté de Ubuntu, et on accompagne avec Ubuntu, parce que Ubuntu est quand même un petit peu plus facile à utiliser que Fedora, même si dans les deux cas, on a un environnement de bureau GNOME. Cependant, Ubuntu est un petit peu plus facile. Dès qu'on va avoir besoin d'un logiciel qui va être plus ou moins libre, eh bien, il sera dans les dépôts, alors que avec Fedora, on va devoir essayer d'aller chercher quelque part dans RPM Fusion. Bon, c'est facile, mais le débutant, il veut un truc clé en main. Donc, entre le choix Fedora vs Ubuntu, pour un débutant, c'est Ubuntu. Si le débutant est vraiment débutant et qu'on voit très bien qu'il n'a strictement pas envie de la dernière version d'un logiciel, c'est ce qu'on a vu mardi, hein, à Coagule, une personne qui est venue, qui voulait découvrir Linux, vu le système qu'il utilisait, hein, un Windows 7,
et un LibreOffice qu'il avait déjà utilisé et qui n'était absolument pas à jour, un LibreOffice 5, bah, on se dit que lui, il en a rien à faire d'avoir les dernières versions. Donc, on part sur une Ubuntu LTS, comme ça, il est tranquille pendant 5 ans, voire 10 bientôt, et ça marche. Voilà. Après, si quelqu'un a besoin un peu d'innovation, on peut orienter sur Ubuntu non LTS, comme ça on a des logiciels plus frais, et puis après, bah, quand les gens sont un peu plus à l'aise, ont envie un peu plus de bricoler, bah là on va pouvoir aller, si ça les intéresse, évidemment, hein, s'ils veulent un truc qui marche, et puis ils se disent, oh ça marche, c'est bon, moi j'en suis content, on ne touche rien. Mais après, plus on va vouloir aller dans quelqu'un qui veut bidouiller, savoir comment son système fonctionne, on peut toujours le faire avec Ubuntu, mais les plus curieux pourront s'orienter vers Fedora, vers OpenSUSE, voilà, ce sont des distributions qu'on peut donner à titre d'exemple, qui sont différentes, et puis après que les gens fassent leur avis. Mais pour moi, Ubuntu fait très bien le job. Après, pour le débutant ultime, j'allais dire, et si c'était pas un Ubuntu vs Fedora, je pars évidemment sur Linux Mint, puisqu'on a toute la base de Ubuntu LTS derrière, et après on a les outils simplificateurs, tels que la mise à jour de Linux Mint, la Logitech qui est sympa chez Linux Mint, et surtout on a Cinnamon, l'environnement de bureau Cinnamon, qui fait vraiment penser à Windows dans son aspect, et donc c'est vrai que ça accompagne beaucoup mieux un débutant qui n'a pas vraiment envie de s'intéresser à Linux, mais qui veut commencer à apprendre. Voilà. En tout cas, ce petit édito, bah, il est terminé. Voilà. Donc j'ai répondu à Pascal et à Soufiane. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, tiens, on va faire la mise à jour, vous aura plu. Que ce petit édito, bah voilà, c'est sympa, hein, c'est pas vraiment dans mon genre de faire ce genre de vidéo, hein, mais je trouvais que les deux questions étaient assez intéressantes, donc bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa de répondre en vidéo, voilà. Et donc voilà, et là vous voyez donc là en action l'installation des mises à jour. Donc vous voyez par exemple l'installation, bon bah là les thèmes c'est rapide, mais vous voyez Qt Translation, bah, il n'a pas été compilé, il est déjà installé, voilà. Mais Zip 2, il va pas se compiler, hop, il s'installe direct. Donc voilà, ça c'est pour la partie mise à jour. Après, j'ai pas lancé les mises à jour tout à l'heure, hein, puisque j'ai une mise à jour de PHP. Donc ça va mettre un petit temps quand même à compiler, parce que j'ai besoin de choses bien particulières pour développer en PHP sur mon poste. Donc voilà, on repasse en mode compile. Mais vous voyez, la mise à jour se passe très bien, hein. Prenez une Calculate Linux par exemple, alors prenez pas la version 18.12, prenez une version nightly, hein, ce qu'on appelle celles qui sont régénérées régulièrement. Attendez 1 ou 2 semaines, installez-la et faites les mises à jour. Hein, et voyez avec une mise à jour de l'environnement de bureau, ou prenez une avec KDE, où il y aura une mise à jour de KDE prochainement, vous la mettez à jour, bah, vous allez voir que ça va s'installer très vite, hein, et que KDE ne sera pas compilé. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si des petits éditos comme ça, ça vous plaît, bah, je pourrais éventuellement noter hein, toutes les questions que je vois passer, qui semblent être intéressantes, et puis en faire de temps en temps une vidéo édito qui explique des commentaires et qui donne une position peut-être un peu plus claire qu'en 1 ou 2 phrases à répondre. Et puis moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur je sais pas quoi. Je sais pas encore où est-ce que je vais m'orienter dans la prochaine vidéo. Donc on verra bien. On verra bien. Et ce sera la surprise pour vous. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et bon week-end.